Voici votre tour d'horizon rapide sur le traitement des engelures. Alors, que ce soit à cause d'une exposition prolongée au froid ou de la manipulation de gaz liquide, l'eau de nos cellules peut carrément geler et causer des dégâts irréversibles, d'où l'importance vitale de connaître le fameux protocole traumatique 16. Premièrement, soyez à l'affût des signes comme un engourdissement ou une peau qui devient froide, blanche et cireuse. La toute première action à faire après avoir sécurisé les lieux et évalué l'ABC, c'est-à-dire les voies respiratoires, la respiration et la circulation, c'est de retirer les vêtements humides ou mouillés de la victime. Deuxièmement, on passe à l'intervention en douceur. Il faut protéger l'engelure avec un pansement sec, mais attention, il doit être absolument non compressif, ne serrez surtout pas. Ensuite, il faut réchauffer la zone touchée de façon très graduelle. Troisièmement, parlons des pires erreurs à éviter. Écoutez-moi bien, voici les interdits stricts du protocole. Il ne faut jamais, au grand jamais, frictionner ou masser la partie atteinte. Il est aussi strictement interdit d'utiliser des sacs chauffants chimiques et s'il vous plaît, ne donnez ni alcool ni cigarette à la victime pour ne pas empirer sa circulation sanguine. En clair, face à une engelure, on met la victime au sec, on protège la peau sans serrer et on réchauffe naturellement. Pour maîtriser ce protocole sur le bout des doigts, restez avec nous, notre épisode complet sur le sujet commence à l'instant. Le froid, on y pense souvent comme juste une sensation désagréable, tu sais, mais c'est vraiment un ennemi silencieux et insidieux. Ouais, insidieux et d'une redoutable efficacité, ouais. C'est ça. Une simple chute de température, un vent glacial qui s'infiltre sous les vêtements, et soudainement, la biologie humaine bascule complètement. Complètement, parce que l'eau, même qui compose nos cellules, se transforme en glace. Ça détruit littéralement les tissus de l'intérieur. C'est un phénomène mécanique brutal, et c'est vraiment le point de départ de notre exploration approfondie d'aujourd'hui. Et c'est une réalité clinique qui est souvent sous-estimée. L'engelure, c'est pas juste avoir très froid aux doigts. C'est une destruction cellulaire, physique. Le froid extrême modifie l'intégrité même des tissus en obéissant à des lois thermodynamiques, disons, implacables. Et pour disséquer toute cette mécanique aujourd'hui, on s'appuie sur une référence vraiment incontournable. On plonge dans la 9e édition du manuel Secourisme en milieu de travail, publié par la CNSST. Un excellent manuel, très pointu. Ah oui, très pointu. Et le cœur de notre discussion, ça va se concentrer sur le fameux chapitre 16, qui détaille avec une rigueur absolue le protocole traumatique 16. C'est le protocole spécifiquement dédié aux engelures. Ouais, ce document offre une perspective fascinante. Il se contente pas juste de donner des consignes froides, sans mauvais jeu de mots. Il permet de comprendre la réaction physiologique du corps face aux températures extrêmes. Et notre mission ici, c'est de démystifier cette mécanique et d'exposer ce protocole précis, étape par étape. Et c'est essentiel parce que équiper quiconque écoute avec ses connaissances, ça permet de réagir efficacement face à l'urgence. Et ça implique aussi de déconstruire des mythes tenaces et surtout particulièrement dangereux sur la façon dont on traite le froid. Absolument. Du coup, commençons par le début. Examinons ce qui se passe vraiment sous la peau. La mécanique glaciale, concrètement, comment ça opère ? Au niveau cellulaire, c'est un processus d'une logique destructrice. Le chapitre 16 explique bien que l'engelure, ou la gelure, pour les cas graves, survient quand l'exposition au froid amène l'eau à l'intérieur et à l'extérieur des cellules à geler. Ok, donc l'eau de notre propre corps. Exactement. Si on se représente les cellules comme des minuscules petits ballons remplis de liquide, le problème devient très clair. L'eau qui gèle, par définition, elle se dilate. Comme une bouteille d'eau qu'on oublie dans le congélateur, quoi. C'est la même chose. Mais là, elle forme des cristaux de glace qui sont littéralement pointus et acérés à l'échelle microscopique. Donc ces cristaux, ils agissent comme des petites lames qui perforent les parois des cellules de l'intérieur ? Ouais, c'est tout à fait ça. La membrane cellulaire est déchirée. Et ça, c'est pas réversible par un simple réchauffement. Le gel endommage directement la structure physique de la peau et des tissus en dessous. Et la gravité dépend de plusieurs facteurs aggravants que les données cliniques identifient très bien. Genre la température de l'air, j'imagine. Bien sûr, mais aussi la durée d'exposition, la vitesse du vent et le degré d'humidité. Ce sont des rôles tout aussi critiques. Et sur ce point, le concept du facteur éolien, le fameux refroidissement éolien, ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Physiologiquement parlant, le vent, c'est pas juste une variable météo qui donne une sensation de froid. Non, pas du tout. Son rôle dans l'accélération de la congélation des tissus est majeur, parce qu'il interfère avec nos défenses naturelles, c'est bien ça ? Exact. En fait, le corps humain est conçu pour générer une fine couche d'air chaud, une sorte de microclimat isolant juste à la surface de l'épiderme.
Mais le vent, surtout combiné à une forte humidité, balaye continuellement cette couche limite. Il nous arrache notre petite couverture thermique invisible. Voilà, sans cette barrière, le transfert de chaleur de la peau vers l'environnement extérieur s'accélère de façon exponentielle. Et le processus de congélation s'enclenche beaucoup plus vite. Ce qui m'amène à un aspect du chapitre 16 que j'ai trouvé super frappant. L'analyse montre que les engelures, c'est pas du tout un monopole de la météo hivernale, tu sais, ou des expéditions au pôle Nord. Non, ça c'est une idée reçue. Il y a tout un pan de cette traumatologie qui touche des environnements où il peut faire parfaitement chaud, genre le milieu industriel. La manipulation de gaz liquide, ça provoque un gel instantané. Ah oui, la dynamique change radicalement là. Des substances comme l'oxygène liquide, l'azote liquide ou le propane, c'est couramment manipulé sous pression dans plein de secteurs. Et lors d'une fuite ou d'un déversement accidentel sur la peau, on n'est plus du tout dans un refroidissement graduel dû au vent. C'est immédiat. C'est ça? Le gaz liquide, en touchant la peau chaude, il s'évapore instantanément. Et cette évaporation demande de l'énergie. Elle demande de la chaleur qu'elle puise directement dans les tissus de la victime. Massivement. Et en une fraction de seconde. Cette absorption soudaine de chaleur provoque une chute de température dans les tissus tellement brutale que la destruction cellulaire est immédiate. C'est fou. D'ailleurs, les cliniciens comparent la gravité de ces lésions par gaz liquide froid à des brûlures thermiques du 3e degré. Donc le froid extrême et le feu extrême donnent le même résultat clinique? Visuellement et structurellement, la nécrose est profonde, elle peut s'étendre sur une grande surface selon le volume de gaz. C'est vraiment une urgence traumatique de premier ordre. Le contraste est quand même saisissant entre ce gel industriel qui est fulgurant, violent, et l'engelure classique liée à la météo qui, elle, avance un peu masquée, quoi. Ouais, l'engelure météo est très traître. C'est ce qui la rend si redoutable. C'est un ennemi invisible. Parce que les toutes premières manifestations trompent complètement nos sens. Le manuel indique que le premier symptôme, c'est l'engourdissement progressif et une diminution de la sensibilité. Et c'est parce que la physiologie du froid agit comme un puissant anesthésique local. À mesure que la température baisse dans les tissus, la conduction nerveuse ralentit, puis elle s'arrête net. Les nerfs ne parlent plus au cerveau. Exactement. Les nerfs périphériques cessent d'envoyer les signaux de douleur. La conséquence directe, c'est que la personne atteinte ne ressent aucune alarme. Elle se dit « Tiens, j'ai moins froid, ça va mieux ». Elle a l'impression que le corps s'est habitué. Alors qu'en réalité, l'absence de douleur, ça veut dire que la destruction des tissus est en train de s'installer. C'est le silence avant la nécrose. C'est exactement ça. Et naturellement, ce froid s'attaque à des cibles très spécifiques. Le protocole énumère les extrémités, les oreilles, le nez, les joues, les mains, doigts, pieds, orteils. Et ça, c'est pas un hasard, c'est le résultat direct du mécanisme de survie de notre propre corps qui sacrifie les bords pour sauver le centre. Ce phénomène s'appelle la vasoconstriction périphérique. C'est une réponse systémique d'urgence. L'organisme détecte la baisse de température dangereuse et contracte les vaisseaux sanguins des extrémités pour rediriger le flux sanguin chaud vers le noyau central. Vers le cœur, les poumons, le cerveau. Voilà, les organes vitaux. Les extrémités sont délibérément privées de chaleur et d'oxygène pour assurer la survie globale de la machine, si on peut dire. C'est fascinant mais terrifiant. Et pour identifier ces zones sacrifiées, le manuel de la CNSST donne des repères visuels et tactiles super précis qu'un intervenant doit absolument mémoriser. La peau devient froide, bon ça c'est évident, mais elle change d'aspect. Elle devient blanche et prend une apparence très cireuse. Et cette apparence cireuse, c'est très révélateur. Ça indique non seulement une ischémie, donc une absence totale de circulation sanguine, mais ça montre aussi le début de la congélation des fluides dans les couches supérieures de la peau. On observe aussi une rougeur tout au pourtour de la zone touchée, comme une ligne de démarcation entre les tissus qui luttent encore et les tissus déjà gelés, quoi. C'est une ligne de front cellulaire, oui. Et à un stade plus avancé, les signes s'aggravent beaucoup. Formation d'ampoules, l'apparition d'un œdème, donc une enflure, et surtout l'induration. La peau devient dure, elle ne cède plus sous la pression du doigt. Et lorsqu'une induration est palpable, ça veut dire que le processus de cristallisation a dépassé l'épiderme. Ça a atteint les tissus sous-cutanés, potentiellement les muscles, voire les os dans les pires cas. Ah ouais. Et cette observation locale doit impérativement déclencher un réflexe chez le secouriste. Le chapitre 16 est formel là-dessus. Une engelure locale doit toujours, sans exception, faire suspecter un problème systémique. C'est-à-dire que si le froid a réussi à geler des tissus au bout des doigts, il a très certainement déjà commencé à faire chuter la température du noyau central du corps. Donc, on parle d'hypothermie. C'est le lien direct. L'hypothermie, ça survient quand la température centrale descend sous les 35 degrés Celsius. Et c'est une condition qui menace la vie de la victime bien avant que la perte d'un orteil ne devienne le problème principal.
Il faut regarder la forêt, pas juste l'arbre. Exactement. Le premier réflexe clinique face à une engelure, c'est de vérifier l'état global du métabolisme. Ce qui nous amène directement au cœur de l'action. Le fameux protocole traumatique 16. La marche à suivre détaillée par la CNSST repose sur une logique d'intervention ultra stricte. Il n'y a vraiment pas de place pour l'improvisation ici. Surtout pas. La toute première étape, c'est la sécurité des lieux et la protection du secouriste. Courir aider quelqu'un dans une tempête de neige sans équipement ou dans une flaque de propane liquide, ça fait juste 2 victimes au lieu d'une. La sécurité avant tout. Une fois que l'environnement est sûr, l'intervention commence par l'évaluation primaire, le classique ABC. Airway, Breathing, Circulation. Mais il y a une nuance cruciale dans le contexte du froid, non? Oui, la vérification de l'état de conscience et le maintien des voies respiratoires doivent se faire en assurant une protection cervicale s'il y a le moindre risque de traumatisme. Parce que logiquement, environnement glacé égale surface glissante. C'est ça. Glace, neige, chute ou accident industriel. Une victime retrouvée inconsciente dans le froid a très bien pu se blesser à la colonne vertébrale en tombant. Donc on stabilise la tête et le cou d'emblée et on appelle le 911 ou les services d'urgence. La rapidité du relais vers les paramédics, ça dicte les chances de sauver les tissus. Et une fois que les secours sont en route, le protocole passe au traitement de la blessure locale. Première action, retirer les vêtements humides ou mouillés. Mais le manuel insiste lourdement, il faut le faire délicatement. Le mot « délicatement » est vital ici. La peau gelée est dans un état de fragilité extrême. Si tu tires sur une chaussette gelée qui est collée à la peau, tu vas arracher l'épiderme avec. Et en même temps, il faut absolument les enlever, ces vêtements mouillés, parce que l'eau conduit la chaleur de manière hyper efficace par rapport à l'air. C'est un radiateur inversé. Les vêtements humides drainent continuellement la chaleur du corps. Mais on doit retirer ça en protégeant la dignité de la personne et surtout sans exposer d'autres parties du corps au froid. Faut pas aggraver l'hypothermie. C'est vraiment un exercice d'équilibriste. Ensuite, on protège l'engelure elle-même. La directive est stricte. Un pansement sec et non compressif. Et la distinction est fondamentale. Pourquoi on proscrit toute forme de compression sur ce bandage? Eh bien, ça nous ramène aux petits cristaux de glace dont on parlait au début. Ah, les petites lames de rasoir! Voilà. Les tissus sont remplis de ces structures tranchantes. Si tu appliques un pansement serré, tu exerces une pression mécanique. Tu vas forcer ces cristaux à écraser et cisailler les cellules autour. Donc, en voulant bien faire avec un bandage compressif, on cause des dommages irréversibles instantanés. C'est exactement ça. Il faut envelopper la zone avec énormément de douceur, juste pour créer une barrière stérile contre l'environnement. Un bouclier passif, en gros. Ensuite, le protocole exige de réchauffer la zone de façon très graduelle, tout en couvrant le corps entier pour retenir sa propre chaleur. On ne force pas la chaleur de l'extérieur, on aide le métabolisme à conserver son énergie. Le réchauffement progressif permet aux vaisseaux sanguins de se dilater lentement. Le retour brutin du sang dans des tissus ischémiques peut causer des lésions de reperfusion, un gros choc inflammatoire. La progressivité, c'est le maître mot. Et ça clôture les actions à entreprendre. Mais une part tout aussi vitale de ce chapitre 16 concerne ce qu'il ne faut absolument pas faire. Les interdictions strictes. Et c'est là que le protocole percute de plein fouet nos intuitions populaires, nos vieux réflexes ou ce qu'on voit dans les films, à commencer par la plus répandue de toutes, l'interdiction formelle de frictionner ou de masser la partie atteinte. C'est le réflexe numéro 1. T'as froid aux mains, tu es frottes. Mais c'est une catastrophe, hein. Sur une véritable engelure, oui. En reprenant la logique des cristaux de glace, le frottement transforme ces cristaux en abrasifs. Frictionner une peau gelée, ça revient à meuler les cellules. Aïe. C'est une destruction tissulaire garantie. Ça hypothèque lourdement les chances de sauver le membre. Une autre intuition désastreuse, c'est l'application de chaleur. Le manuel interdit d'appliquer des sources de chaleur directes sur une engelure. Pourtant, l'instinct premier, c'est de chercher un feu, le radiateur de la voiture ou les petits sacs chauffants chimiques qu'on met dans les bottes. L'explication, elle réside dans l'effet anesthésien dont on a discuté. La zone est privée de sensibilité. Si on met un coussin thermique puissant, la peau va chauffer très vite. Mais comme les nerfs n'envoient pas de signal de douleur, la personne ne sent pas qu'elle brûle. Voilà. Le résultat clinique, c'est une brûlure thermique sévère qui s'ajoute à l'engelure. La destruction est multipliée. Terrible.
Et il y a aussi une directive spécifique pour les engelures par gaz liquide industriel. S'il y a du givre directement sur la peau, le protocole interdit catégoriquement d'essayer de l'enlever. Oui, avec l'azote ou le propane liquide, le givre n'est pas juste posé en surface. Il est intimement lié à l'architecture de la peau gelée. Gratter ou brosser ce givre, même pour nettoyer, ça va arracher la peau. Il faut laisser ça aux professionnels à l'hôpital. Ok, on passe à mon interdiction préférée parce qu'elle va à l'encontre d'un vieux cliché, l'image classique du chien de Saint-Bernard dans la montagne avec son petit tonneau de remontant autour du cou. Le fameux tonneau d'alcool. Voilà, ce mythe est super ancré. Mais le manuel de la CNSST est inflexible, on ne donne jamais d'alcool à une victime de froid extrême. Pourquoi la science médicale moderne interdit cette pratique historique? Parce que l'alcool crée une illusion de chaleur très très dangereuse. Sur le plan physiologique, c'est un puissant vasodilatateur périphérique. Ce qui veut dire? Ça veut dire qu'il force les vaisseaux sanguins près de la surface de la peau à s'ouvrir grand. Le sang chaud, qui était précieusement gardé au centre pour protéger les organes, se précipite soudainement vers la peau et les extrémités. Ce qui donne cette sensation de grosse chaleur sur le visage, mais qui dans la neige est en fait une fuite thermique massive. C'est exactement ça. Le sang arrive à la surface, se refroidit instantanément au contact de l'air glacial et retourne vers le cœur et les poumons, beaucoup plus froid. Donc ce cycle accélère de façon spectaculaire la perte de chaleur du corps, ça précipite la chute de la température centrale. Ça transforme une hypothermie légère en hypothermie sévère, voire mortelle. L'alcool vide le réservoir de chaleur. C'est un parfait exemple de notre propre biologie qui se retourne contre elle-même. Et dans la même veine, le protocole s'attaque au tabac. La victime ne doit pas fumer. Et la mécanique ici, c'est l'inverse de l'alcool, mais tout aussi destructrice. Oui, parce que la nicotine est l'un des vasoconstricteurs les plus puissants qu'on consomme couramment. Elle force la contraction violente des vaisseaux. Mais dans une engelure, les tissus sont déjà en ischémie sévère, il manque déjà de sang. Exact. L'introduction de nicotine vient fermer le peu de voie circulatoire qui restait. Fumer prive les tissus du minimum vital d'oxygène nécessaire pour ralentir la nécrose cellulaire. C'est fascinant. L'alcool ouvre les vannes et vide le réservoir, et la nicotine ferme les vannes et étouffe les tissus. Enfin, dernière chose, le protocole aborde la mobilisation de la victime. Si on doit absolument dépasser la personne, pour fuir un déversement toxique par exemple, ça doit se faire sans aucune secousse. Et une règle absolue, il est interdit de faire marcher une personne dont les pieds sont gelés. Ça répond à deux impératifs cliniques. Le premier est structurel. L'engelure profonde fiche tout. Articulation, tendons, os. Forcer une articulation gelée à porter le poids d'un humain, ça va pulvériser les os minuscules du pied et causer des microfractures partout. Et le deuxième impératif? Il est systémique. C'est lié au sang. Ah, les fameuses toxines cellulaires accumulées dans les extrémités. Oui, l'action mécanique de la marche, ou des mouvements brusques, force le retour du sang depuis les pieds vers le cœur. Mais ce sang est non seulement glacial, il est aussi chargé d'acide lactique, de potassium et de toxines libérées par les cellules mortes. Et l'arrivée soudaine de cette poche de sang froid et toxique dans le cœur, ça fait quoi, terrible? Ça peut provoquer une arythmie mortelle ou un arrêt cardiaque immédiat. Donc déplacer quelqu'un sans secousse, c'est pas une question de confort, c'est une mesure de réanimation préventive. Waouh! L'exploration de ce chapitre 16, ça met vraiment en évidence une réalité indéniable. Face à la brutalité des températures extrêmes, l'improvisation ou les vieilles croyances, c'est fatal. L'application du protocole 16, ça demande une discipline mentale immense. Il faut lutter contre ses propres instincts. Totalement. Ignorer l'envie de frotter la peau, de chercher une source de chaleur intense ou de donner un remontant. Il faut faire confiance à la science. Une approche méthodique, une délicatesse extrême, des protections passives non compressives et un réchauffement graduel. Pour quiconque évolue en extérieur ou manipule des produits industriels, ces principes, c'est ce qui sépare la récupération d'une nécrose irréversible. C'est clair. La rigueur de ce protocole, elle démontre le respect qu'on doit avoir face aux éléments. Et d'ailleurs, en parcourant ces directives, il y a une réflexion sous-jacente qui m'a frappé. Laquelle? Surtout quand on regarde l'équivalence clinique entre les lésions par gaz liquide et les brûlures thermiques majeures. Le manuel souligne indirectement une architecture biologique fascinante. Face à une destruction tissulaire totale, nos mécanismes physiologiques ne distinguent plus la cause. C'est-à-dire? Ça soulève une question intrigante sur la nature même de la biologie et de la physique. À quel point les extrêmes absolus et opposés de la thermodynamique, genre l'effondrement moléculaire du gel instantané industriel d'un côté et le chaos atomique des flammes de l'autre, à quel point finissent-ils par fusionner en un seul et même mécanisme de destruction complètement aveugle aux yeux de nos cellules?
C'est une pensée vertigineuse pour terminer. Le feu ou la glace, nos cellules réagissent exactement de la même manière face à l'anéantissement. Merci pour cette analyse approfondie. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration. Les informations présentées dans cet épisode sont offertes à titre informatif et pédagogique seulement. Ce balado ne remplace pas une formation officielle en secourisme en milieu de travail reconnue par les autorités compétentes. Pour obtenir une certification valide, il est essentiel de suivre un cours accrédité auprès d'un organisme reconnu. Le contenu de ces épisodes est élaboré avec soin, en s'appuyant sur les standards actuels du secourisme et produit avec l'aide d'outils d'intelligence artificielle. Malgré toute l'attention portée à l'exactitude des informations, certaines imprécisions peuvent survenir. Ce balado ne constitue pas un document officiel reconnu par la CNESST ni par des organisations telles que Cœur et AVC, la Croix-Rouge ou toute autre autorité réglementaire. Notre objectif est simple, vous aider à réfléchir, réviser et approfondir vos connaissances en secourisme dans un format accessible et complémentaire à votre formation. Merci d'être à l'écoute et surtout, continuez à vous former.